Bonjour. Permettez-moi, puisque c'est la première fois que je prends la parole dans ce symposium, de vous dire tout le plaisir, toute la joie que j'ai de prendre la parole d'abord et aussi d'être dans ce grand événement international. J'ai appris tout à l'heure, depuis hier, que même au niveau international, c'est rare, on a l'occasion de réunir autant d'experts, autant de pays autour de la thématique toute particulière de la couverture des populations en situation de précarité. Donc nous nous réjouissons que ça se passe au Maroc et ça se passe avec un parterre de participants et d'experts et de pays. Et donc je tiens à les remercier, je vais le reprendre tout à l'heure. Je voudrais aussi préciser pourquoi on a organisé les sessions de panel. Lors de la conférence de Marrakech, si vous vous rappelez ceux qui ont participé à la deuxième conférence nationale, on avait organisé les panels de façon libre. Et tous les intervenants qui étaient venus contribuer dans les panels avaient exprimé leur point de vue et ont soumis des recommandations. Et donc on s'était en fait limité à réunir, à faire la synthèse de leurs recommandations. Après discussion, on s'est dit que peut-être on peut faire différemment cette fois, en préparant les panels à travers des ateliers. Et c'est comme ça qu'on a identifié trois ateliers au regard des questions qui étaient à l'ordre du jour. Et la première question qui était à l'ordre du jour, c'est la question du système de ciblage. Et ça, c'était à la demande du ministère de l'Intérieur, puisqu'on arrivait à un stade de maturité de ce système. Et donc, la question était posée, est-ce que notre système de ciblage du RAMED, des bénéficiaires du RAMED, est bon? Est-ce qu'il y a lieu peut-être de l'actualiser, de le revoir? Mais dans tous les cas, on était dans une situation où on avait senti le besoin de confronter notre méthode de ciblage à ce qui se fait au niveau international. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un atelier à Rabat, avec l'appui de la Banque mondiale, pour confronter justement la méthode marocaine avec l'expérience internationale. Et c'est cet atelier, à partir de cet atelier, on a élaboré cette note de cadrage qui a été distribuée dans les porte-documents des participants et qui a fait l'objet aussi des discussions de l'enrichissement du panel numéro 1. Et donc permettez-moi de demander à M. Alami, qui a été désigné pour rapporter les travaux de ce panel, de présenter les conclusions de ce panel. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, effectivement, je suis en train de rapporter le travail, la discussion, effectivement, le débat qui a eu lieu tout à l'heure, effectivement, au moment du panel. Je rappelle rapidement le panel. Il s'agit du panel de méthodes de ciblage dans les régions de couverture médicale, méthodes de ciblage dans les régimes de couverture médicale au profit des populations en précarité. Les objectifs, c'était de présenter d'une part l'expérience marocaine et également internationale. Nous avons identifié et présenté et effectivement connu l'expérience brésilienne et tiré les leçons et les pistes d'amélioration pour un accès facile, équitable à la population en précarité. Donc les principales idées qui sont sorties de ce panel, tout d'abord effectivement la question qui nous a un petit peu secoué, nous effectivement qui étions dedans dans le ciblage, c'est de dire effectivement que le ciblage est un parcours qui doit s'améliorer. Le ciblage en lui-même, ce n'est pas une fin, c'est un parcours qui doit s'améliorer en continu pour atteindre l'universalité. Donc l'universalité elle-même, cible, doit faire l'objet d'un échange pour développer à la collégiale son modèle, voilà, qui est basé tout le monde, qui doit accéder aux mêmes services, de la même qualité et avec équité. Donc il y avait également une troisième idée, c'est qu'en parallèle à l'évolution des critères d'éligibilité, etc., il est intéressant de prévoir et de maintenir la fiabilisation des déclarations qui s'avère nécessaire à travers les échanges automatiques pour ne pas effectivement être dans des échanges et des contrôles qui vont alourdir la procédure. Il faut toujours rester dans cette procédure facile,
Il y a la déclaration, c'est bien effectivement, mais il faut peut-être pour certains cas être dans la confrontation et les échanges automatiques des données avec les autres institutions concernées. La quatrième idée, c'est que le ciblage RAMED a besoin d'être amélioré pour lutter contre l'exclusion à travers la sensibilisation, et notamment le recrutement des populations qui n'ont pas encore pu effectivement bénéficier du RAMED par manque peut-être de communication. Et également, à ce stade-là, par rapport à ce point, nous recommandons et nous demandons également l'implication de la société civile qui était déjà présente, mais il s'est avéré dans les discussions que la société civile peut être d'un grand apport par rapport à ça, aussi bien pour les citoyens que les professionnels de la santé. Donc la sensibilisation peut se faire effectivement auprès de la population, mais également lorsque le citoyen éligible au RAMED accède aux services de santé, le personnel de la santé doit effectivement lui-même être en mesure de le prendre en charge par rapport effectivement à l'ensemble de ces caractéristiques de cette population. Les critères d'éligibilité doivent évoluer pour suivre l'évolution des caractéristiques socio-économiques du pays et adopter un scoring multidimensionnel. Donc on n'est plus dans un scoring basé sur le revenu, mais multidimensionnel qui prend en considération d'autres dépenses, notamment les dépenses inhérentes à la santé. Le système de scoring doit également tenir compte des caractéristiques de chaque région. Donc, on peut être dans un scoring régional. Et effectivement, dernier point, c'est la pertinence d'une coopération et d'un échange entre le Maroc et d'autres pays, notamment pays africains. Tout à l'heure, effectivement, lors de la discussion, nous avons senti ça, l'expérience ou peut-être la demande d'un échange accru entre le Maroc, d'autres pays, notamment le Mali, le Sénégal, etc. Ça serait intéressant et enrichissant. Et effectivement, on peut tirer beaucoup de choses les uns et les autres. Merci. Merci. Tous les régimes de la couverture médicale ou la couverture sanitaire universelle reposent classiquement sur 4 piliers. Le premier, on l'a vu, c'est la méthode, c'est le ciblage des bénéficiaires. Et on a compris à travers ces recommandations, et je remercie Monsieur le gouverneur qui est présent avec nous, qui a assisté les 2 jours. Et donc, il est question d'actualiser et pour aller plus loin, d'autant plus que d'autres départements prennent exemple sur le RAMED pour développer d'autres actions de ciblage. Le deuxième pilier, c'est le panier de soins. La problématique qui était posée pour le panier de soins, elle est multiple en fait. D'abord, dans la loi, le panier de soins, dans la loi 6500, le panier de soins tel qu'il est défini, il est défini sous forme de prestation, sous forme d'activité. Et qui dit prestation, dit appel à la consommation. Et donc on ne peut à aucun moment dire voici le nombre de bénéficiaires de RAMED pour lesquels on règle des problèmes de santé. Mais on peut dire combien d'hospitalisations qu'on a fait, combien de consultations médicales, combien d'examens de radio. Mais tel que formulé, on ne pourra jamais, d'ailleurs dans aucun pays, on ne couvre par des prestations tous les besoins. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, dans quelle mesure le RAMED permet de régler la problématique de l'accès aux soins, notamment concernant les problématiques de santé pourvoyeuses de dépenses catastrophiques. Le panier de soins, tel qu'il est défini, n'est pas organisé pour régler la problématique des dépenses catastrophiques. Donc on devait répondre à la question, quelle est la priorité qu'on donne dans la couverture, dans l'accès aux soins, à l'accès aux maladies pourvoyeuses de dépenses catastrophiques. Et enfin, le troisième problème ou questionnement, comme vous le savez, vous avez dans le dossier un document sur le RAMED entre l'assistance médicale gratuite et le défi de la généralisation que M. Lazili et Mme Sahar nous ont aidés à élaborer et qui pose la question. Avant, on était dans une approche de santé publique. Lorsque l'État voulait faciliter l'accès à des prestations, il instaure la gratuité. Maintenant, nous avons et le RAMED et la gratuité en même temps pour certains programmes prioritaires. Je prends le diabète par exemple, l'insuline est gratuite dans toutes les formations de soins de santé de base.
mais on ne la comptabilise pas de façon problème résolu dans le cadre du RAMED. Et donc, quelle est la position des pouvoirs publics dans l'arrimage entre un souci de couverture et d'accès aux soins, mais aussi dans une approche, d'ailleurs M. Zahel l'a souligné hier, dans une approche de santé publique, justement pour ne pas engager l'État dans une surconsommation de prestations. Et donc, puisqu'on avait ces questions, on voulait au début organiser 2 ateliers, un sur le recouvrement, pour voir les modalités de paiement, etc., et l'autre sur l'accès aux soins, et notamment le panier de soins. Mais on a remarqué qu'en fait, c'est lié. Et puisque le financement, les modes de paiement dépendront de la modalité que nous aurons choisi d'assurer le panier. Et donc, c'est comme ça qu'on a lié les deux ateliers à Jadida, et on a fait la même méthode qui a produit un document de cadrage que vous avez également dans le document. Mais l'idée, c'est ce document propose des options qui ne sont pas encore arrêtées, et l'idée, c'est de les tester, de les enrichir, de les remettre en question dans le cadre de l'atelier qui a été tenu. Et comme j'ai vu, c'est un atelier qui a un panel qui a eu beaucoup de succès parce que la salle était pleine. Et donc je demande, j'invite qui était en charge, Monsieur Méry, à présenter les résultats et les conclusions de ce panel. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général. J'ai l'immense plaisir de présenter devant vous le résultat des travaux du panel numéro 2. Nous avons élaboré une présentation en commun accord avec le modérateur, mais également avec les intervenants. Et on a essayé d'être fidèles aux débats qui ont été menés au niveau de ce panel. Le panel 2, comme vous le savez, concerne la maîtrise des dépenses de la prise en charge et de la prise en charge des ramédistes. Et donc, il avait pour objectif de poursuivre un débat ciblé autour des 2 thématiques principales qui sont le financement, la maîtrise des coûts, mais également la maîtrise de la prise en charge et du panier de soins. Il s'agissait également de permettre aux participants de contribuer aux débats qui ont été déjà initiés à travers un atelier de préparation organisé à Jadida avec la participation de plus de 40 cadres représentant les principaux acteurs du dispositif RAMED et qui avait débouché sur un certain nombre d'idées qui sont en fait des pistes de réflexion qui ont été présentées aux participants à ce panel comme étant une plateforme à enrichir à travers les débats et à soumettre à discussion par les différents intervenants. Les propositions étaient très riches, mais également les débats au niveau de ce panel étaient vraiment très riches. Et le panel a été en fait géré en 2 étapes. Une partie exclusivement dédiée à la notion de maîtrise des coûts, disons de la facturation et tout ce qui s'ensuit, et une deuxième partie réservée à la maîtrise de la prise en charge et du panier de soins. La première partie, elle a tourné aussi bien au niveau des communications, mais également les interventions des participants ont concerné l'ensemble des thèmes qui ont été débattus au niveau de Jadida, mais également d'autres thèmes qui ont été proposés, d'autres axes qui ont été proposés grâce aux interventions des différents participants. Donc la consommation médicale, la tarification, l'analyse des coûts des prestations, la rémunération des prestations, une analyse des mécanismes actuels du financement du RAMED. Et à chaque fois, à plusieurs reprises, une question centrale est revenue à chaque fois. Est-ce que le ramédiste est heureux, pour reprendre le terme exact qui a été utilisé dans ce panel, est-ce que le ramédiste est vraiment heureux lorsqu'il se fait prendre en charge au niveau du système public de santé, qui est le seul système qui lui est proposé? Est-ce que cette prise en charge, même si on améliore le dispositif de facturation, est-ce que cette facturation reflète vraiment la quantité et la qualité de cette prise en charge? Donc c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, et donc c'est un peu philosophique, mais c'est le grand enjeu de ce système.
Également, nous avons souligné nous avons souligné également en tant que rapporteur qu'une bonne partie des débats a focalisé sur certains fondamentaux. Et donc, on a jugé de rapporter ça parce que c'est très important pour le système de redéfinir ces fondamentaux et de clarifier un peu les concepts. C'était lié à la structure de financement du secteur de la santé, en disant qu'il ne s'agit pas uniquement de parler de financement du RAMED, mais de se questionner tous ensemble sur les mécanismes de financement du système de santé dans sa globalité. Le rôle dévolu à chacun des acteurs dans le dispositif de RAMED et les limites de son action, aussi bien les limites juridiques, réglementaires, mais également en matière de compétences qui lui sont dévolues. Le schéma législatif, réglementaire et organisationnel lié au RAMED qui reste quand même à questionner, à voir qu'est-ce qu'il faudrait compléter, qu'est-ce qu'il faudrait revoir. Il a été souligné qu'entre la loi 6500, les décrets d'application et la réalité, il y a beaucoup de choses qui restent à clarifier et à améliorer. Les concepts de fonctions différenciées, pour ne pas utiliser le terme de concept de fonctions incompatibles, des fonctions différenciées et leur définition claire et les moyens de les séparer. Ces fonctions, il y a plusieurs, au fil du débat, il est sorti plusieurs concepts et plusieurs fonctions, celles de prestataires de soins, de financeurs, de gestionnaires des fonds, de régulateurs et de tiers payants. Tout ça, ce sont des principes fondamentaux qu'il faudrait clarifier. Certaines idées, alors bien que les participants ont eu dans leur dossier et dans les communications une plateforme de discussion, mais les débats ont permis également de dégager d'autres idées, d'autres pistes à explorer, en plus de ce qu'il y a comme proposition à l'issue de l'atelier de Jadida, et qui était très pertinent. En plus de ça, il y avait d'autres pistes qui ont été identifiées et que je vous propose, en disant peut-être que le budget du ministère de la Santé, il a été amplement dit que le budget du ministère de la Santé, qui reste en réalité en deçà des taux recherchés par le ministère, doit en fait augmenter et doit être en principe exclusivement orienté vers le renforcement des ressources humaines et le rattrapage des déficits. Le ministère de la Santé, déjà son budget qui ne représente que environ 5%, il ne lui permet même pas de recouvrir un peu tous les déficits qu'il a en matière d'infrastructure et en matière d'équipement, en plus qu'il est dominé par la masse salariale. Nécessité de mettre en place un fonds spécifique pour le RAMED et d'identifier les mécanismes pérennes de son financement et de sa gestion. Il faudrait, une idée qui est sortie également, qu'il faudrait repenser un peu le rôle et l'apport des collectivités territoriales dans le financement du RAMED, à travers une responsabilisation plus accentuée des régions et autres collectivités territoriales en suivant un nombre d'options, notamment celle de la contractualisation, mais également d'autres mécanismes qui permettent de mutualiser un peu les moyens des collectivités locales et un ensemble d'idées telles que puiser dans la TVA, une part de la TVA, faire agir les conseils régionaux et les conseils préfectoraux. Donc tout ça, ce sont des pistes. L'essentiel, c'est de repenser le rôle des collectivités territoriales dans le financement du RAMED, notamment avec tout le changement qu'on verra incessamment grâce à la régionalisation avancée et à la mise en place de la région. Autre idée, celle de l'amélioration de la facturation des prestations au niveau hospitalier, exige en fait un renforcement des fonctions administratives, économiques et managérielles, et une valorisation des ressources humaines qui en détiennent les métiers. Éviter, disons une idée, parce que dans les discussions, il y avait une idée qui est sortie, celle d'essayer de voir la possibilité d'externaliser certaines fonctions en matière de facturation et tout ce qui s'ensuit. Alors, contrairement à ça, au niveau de la salle, il y a eu des réactions qui disent qu'il faudrait que nous, au ministère de la Santé, qu'on évite de nous lancer très vite dans des solutions d'externalisation qui risquent de générer des surcoûts ingérable et de nous mettre dans une situation d'irréversibilité par rapport à ça.
La réflexion sur la facturation, jusqu'à maintenant, tous les débats durant les 2 jours, disons, les participants soulignent que la facturation ne doit pas parler uniquement des hôpitaux, la facturation des prestations hospitalières. Mais on doit l'élargir, cette réflexion doit être élargie aux établissements de santé primaire, à la prestation fournie au niveau des soins de santé primaires, et où, jusqu'à maintenant, les fonctions administratives et économiques ne sont pas vraiment visibles. La relation entre les différents acteurs, notamment prestataires, tiers payants et financeurs, pourrait se faire selon une démarche de contractualisation, liant la rémunération des prestations à la qualité et à la quantité des services rendus. Il faudrait, selon les participants, il faudrait trouver quand même un moyen de concrétiser le principe sacro-saint qui dit que l'argent du ramédiste devrait suivre l'argent du RAMED devrait suivre le ramédiste. Et donc, il faudrait qu'on trouve le moyen de donner un sens à ce principe à travers des outils clairs. Expérimenter à titre pilote des méthodes de financement qui ont réussi ailleurs, des méthodes de financement basées sur les groupes homogènes de pathologie ou de paiement forfaitaire. Nécessité d'accélérer le processus de mise en place d'un organisme indépendant pour la gestion des fonds du RAMED, parce que la situation provisoire et transitoire qui continue à persister n'est en fait dans l'intérêt de personne, d'aucun des acteurs, et donc tout l'intérêt devrait être mis pour la mise en place très vite d'une entité chargée de la gestion des fonds du RAMED. Réfléchir sur les possibilités de création d'un fonds spécial pour le financement des dépenses catastrophiques, où les collectivités territoriales pourraient jouer également un rôle. Rechercher des sources innovantes de financement en faisant valoir le principe pollueur-payeur dans son sens le plus large du terme, Capitaliser les expériences et construire sur les outils développés dans le cadre de projets structurants réalisés par le ministère de la Santé durant les années qui ont précédé, notamment dans le cadre du PFGSS et du PAGSS. Il y a beaucoup d'outils qui ont été développés et maintenant il faudrait qu'on capitalise tout ça et qu'on tire les leçons qu'il faut. Mise en place d'un système d'information pour le suivi de la consommation du ramédiste, aussi bien au milieu hospitalier qu'au niveau des établissements de santé de base. Là aussi, il y a des idées qui sont sorties, notamment informatiser le dossier médical, notamment. Et donc, beaucoup de pistes de réflexion ont été énumérées. Conduire des enquêtes sur les dépenses de santé des ramédistes pour suivre le progrès en matière de protection financière. D'autres questions ont été également soulignées, ont été également posées. On ne les a pas repris en détail, mais on vous les propose, notamment caisse unique ou caisse différenciée pour la couverture médicale de base, selon les expériences internationales. Donc c'est une question à poser à nous-mêmes pour voir un peu les pour et les contre et opter pour la solution la plus adaptée à notre contexte marocain. Garder ou non la contribution des vulnérables. Là également, c'est une question pertinente qui a été posée et qui continuera à faire l'objet de débats au niveau du pays jusqu'à ce qu'on puisse trancher dessus. Deuxième partie du panel a concerné la prise en charge, et les paniers de soins. La première partie a dominé les travaux du panel. La deuxième partie a eu une petite heure de travail, mais quand même il y a des idées et l'essentiel a été proposé dans le cadre de la note de cadrage à l'issue de l'atelier de Jadida. Donc déjà, dans les interventions, des questions ont été posées. Comment les pays définissent leur panier de soins dans le cadre de benchmark, des paniers soit implicites, soit explicites, des paniers de soins positifs versus négatifs, tels que ce qu'il y a au niveau de la Colombie et en Australie. Les critères pour définir le panier de soins sont relativement connus, mais la question principale qui est revenue, c'est que le panier de soins, à lui seul, ne relève pas seulement du choix technique, mais aussi des choix politiques du pays. Les principales questions qui ont été également débattues, discutées, présentées notamment dans les communications, c'est qui paye en contrepartie de quoi et par quoi commencer maintenant. Quelques pistes de réflexion également par rapport à cet axe. Le panier de soins du RAMED garantit toutes les prestations disponibles dans les établissements de soins santé primaires et les hôpitaux. Mais dans la pratique, il y a quand même un accès inégal
puisqu'il y a une inégalité dans la répartition de l'offre. C'est toute la problématique de l'équité spatiale qui nuit un peu au principe d'égalité dans l'accès au panier de soins. La notion de responsabilité n'est pas compatible avec panier minimum. Détailler un panier de soins crédible, réaliste, de qualité, précisant le rôle de chaque intervenant dans la filière de soins. Clarifier le panier de soins et assurer une répartition équitable et une mise à niveau de toutes les structures de soins au niveau national pour assurer l'accès à ce panier de soins de manière équitable. Réaliser des études sur la charge de morbidité et sur le coût et efficacité des interventions pour mieux définir le panier de soins. Unifier le panier de soins pour l'ensemble de la population, y compris les taux de remboursement et la nature des prestations pour garantir une équité en matière d'accès et de qualité. Une autre idée très pertinente qui a été soulevée, c'est que la situation actuelle, les données disponibles sont incomplètes. Le poids des ALD chez les ramédistes n'est pas connu avec précision, malheureusement. Alors, comment évoluer? On ne dispose pas d'assez d'informations sur l'ampleur de la chose. Les idées qu'on piste d'amélioration, c'est qu'il faudrait qu'on trouve le moyen de cerner les risques maladies de la population et élargir un plan de prise en charge, l'enregistrement du ramédiste auprès d'un seul médecin, et non pas tel que cela est fait maintenant. Il est rattaché à une entité, il est rattaché à un établissement et non pas à un médecin praticien, médecin de famille. Et celui-ci devient le responsable du suivi de la prise en charge du ramédiste. Mieux cerner le risque maladie des populations bénéficiaires du RAMED et organiser une prise en charge individualisée de chaque patient. Renforcer le rôle, les moyens et les prérogatives des établissements de santé primaire. Mettre en place un système intégré permettant l'enregistrement systématique de la consommation médicale et le suivi individualisé. Introduire la notion de garantie au sens assurantiel du terme afin d'assurer la gratuité effective des soins tout en veillant au respect de la filière de soins. Je vous remercie. Merci. Donc j'ai dit pilier éligibilité, pilier panier, pilier financement qu'on a fusionné, et bien sûr un autre pilier, le dernier, qui n'est pas en fait un pilier puisqu'il s'agit de la gouvernance, c'est une métafonction, et dont la gouvernance, il y a beaucoup de soucis en fait. Et généralement, lorsqu'on arrive à la gouvernance, les techniciens et les consultants s'essoufflent un peu, et surtout que ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Nous avons raisonné à ce niveau par opportunité. Comme vous le savez, aucun système de santé n'est complet ni parfait. Tous les systèmes se construisent sur les décisions, des décisions politiques, sur les réformes. Hier, notre ami du Brésil, le consultant, le représentant du Brésil, a utilisé la métaphore du gâteau qui est très pertinente, sauf que pour le gâteau, on peut reproduire pour apprendre une fois, parce que ça ne coûte pas cher et ce n'est pas hard. Malheureusement, pour les réformes, on ne peut pas se permettre d'apprendre et de commettre plusieurs erreurs et d'apprendre éternellement. Et donc, pour dépasser cette question, il y a 3 modalités que nous avons saisies pour aller tirer des leçons. La première, c'est aller apprendre des leçons des autres, d'où la présence ici de beaucoup de pays et beaucoup d'experts internationaux. La deuxième, c'est faire le benchmark national. Aller voir les établissements, les provinces, les régions qui font dans le même environnement des choses différentes. Et la dernière, élargir le débat. Élargir le débat sur la couverture pour avoir le point de vue de l'ensemble des parties prenantes et des intervenants. Et donc justement, ce symposium international nous a offert cette possibilité. Le benchmark des pratiques a été intégré dans les ateliers et dans les panels. Et donc pour les 2 autres, on a mis en place un panel sur une question d'opportunité qui est le rôle du secteur privé dans le renforcement du RAMED. Pourquoi cette thématique? Parce que ça coïncide avec l'adoption de 2 textes. La loi sur l'ouverture des capitaux, 131-13, qui va nécessairement accélérer l'investissement dans le secteur de la santé, avec ses avantages et ses inconvénients, et l'adoption du décret relatif à la contractualisation avec le secteur privé. Parce qu'il y a cette opportunité et parce qu'on a un dialogue continu avec nos partenaires du secteur privé, nous avons jugé utile
de mettre en place un panel sur le rôle du privé dans le renforcement du RAMED. Et donc c'était l'objet du panel 3 que M. Vincent va nous présenter. Donc M. Vincent va nous présenter les conclusions. Bien, merci. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne? Non. Ça fonctionne? Oui, voilà. Donc je vous fais le rapport au nom de Dr Mahoni, que vous connaissez bien et qui a présidé le panel. Le panel était focalisé sur le rôle que pourraient assurer les professionnels de santé du secteur privé dans le renforcement du RAMED. Et cela s'est passé sous forme de 3 points de vue présentés par le professeur Benaguida pour l'Association nationale des cliniques privées, Dr Agoumi pour le point de vue du Collège syndical des médecins spécialistes privés et le Dr Choukri pour le point de vue du Syndicat national des médecins généralistes. Bien, nous avions 2 objectifs principaux, dont l'un était d'améliorer l'accès et la qualité des soins avec l'intégration du secteur privé pour compléter l'offre du secteur public, et l'autre était de faire du RAMED un levier pour le partenariat public-privé. Je vais tout de suite aux suggestions et aux recommandations qui, d'ailleurs, pour une bonne partie, rejoignent ou chevauchent celles du panel numéro 2. Il y a des recommandations très générales comme réorganiser et mettre en œuvre le secteur public, donc gouvernance, adaptation des structures, développement des soins de santé primaire, ou revoir les dispositifs et les mécanismes de la filière de soins. Et puis il y a des recommandations plus spécifiques comme accélérer la mise en œuvre de la loi 3409 qui n'est pas très bien connue, en tout cas dans notre panel. Il y a la recommandation concernant l'organisation du secteur privé avec une représentation unique. Aujourd'hui, il semble difficile d'organiser le dialogue puisqu'il y a beaucoup de représentants du secteur privé. Et s'il y en a un unique, ça permettra d'accélérer les négociations, par exemple pour négocier les tarifs des actes ou pour avoir un consensus sur les principes de convention ou de partenariat. Il était fortement suggéré aussi de créer une direction, une division ou un département qui concernerait le partenariat public-privé au sein du ministère de la Santé. Mais il semble qu'une instance soit déjà prévue de nouveau dans cette loi qui n'est pas très bien connue. Suggestion aussi de dématérialiser la relation entre les praticiens et les gestionnaires des caisses. Cela veut dire autant que possible essayer d'informatiser et permettre ainsi aux praticiens privés en déclarant online leurs prestations d'être remboursés plus rapidement. Il est nécessaire aussi de sensibiliser les praticiens sur les dispositions des banques participatives concernant le financement, le leasing, en parallèle avec l'ouverture du capital, parce qu'à nouveau, ces choses existent, ces incitatifs existent, mais ne sont pas connus. Pour permettre la pérennisation du RAMED, il a été aussi recommandé de prospecter vers d'autres sources ou d'autres mécanismes de financement du régime, à travers les communes, les régions, le fonds de cohésion sociale, par exemple. L'idée était avancée que ce serait bien de considérer le RAMED comme une des formes de l'assurance maladie, comme l'AMO, avec sa propre structure gestionnaire. Nous n'avons pas eu le temps de préciser les mécanismes de régulation du secteur privé, qui auraient été intéressants. Et il a été aussi exprimé par une partie du panel l'opinion qu'au fond, aujourd'hui, si le secteur public a des insuffisances, c'est aussi en partie parce qu'il est sous-financé. Et si on exige maintenant une augmentation des dépenses en faveur du secteur privé, cela ne va pas nécessairement renforcer le secteur public et on est dans un cercle vicieux qui poussera alors les patients à aller vers le privé et on va ainsi, disons, dans une spirale qui ne sera pas positive. Ce n'est pas mauvais de songer à avoir, dans le cadre d'une assurance, une couverture universelle qui comprendrait la complémentarité du secteur privé, mais à condition que les moyens le permettent et que la régulation de la qualité et des dépenses puisse être mise en œuvre. Voilà.
Merci, Monsieur De Brouwer. Donc, comme j'ai dit, le dernier opportunisme dont nous avons fait usage, c'est celui d'apprendre des expériences des autres, mais dans une logique d'un nouveau concept qui fait son chemin progressivement, ce qu'on peut appeler l'apprentissage systémique. Il s'avère que deux réseaux se penchent sur ce mécanisme depuis peu de temps, la communauté de pratique pour le financement du système de santé et GLN. Et donc, on a convenu de faire cet exercice, coïncider cet exercice avec le symposium, et ça a été le quatrième panel, dont les conclusions seront présentées par Mme Echo Collins du GLN. Est-ce que je peux avoir le premier slide? Le premier slide. Non. Non, il est sur l'ordinateur. Oui. Bon, je vais commencer un petit peu à expliquer. Moi, je suis le point de contact ici au Maroc pour le JLN et la COP, la Community of Practice pour l'accès financier aux soins de santé et le Joint Learning Network sont deux réseaux qui sont fondés sur le même principe de l'apprentissage collaboratif. Et tous nos membres, en fait, pour le COP, il y a une vingtaine de membres ici au Maroc déjà. Et le JLN inclut 20 pays dans le monde, tous avec leurs enjeux et leurs réussites dans tout ce qui est la couverture sanitaire universelle. Le Maroc a été accepté comme membre du JLN en décembre 2014. Alors je me réjouis de voir tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Est-ce qu'on a trouvé... Pour notre panel, on avait des présentations du Ghana, de Philippines, de l'Inde et de l'Égypte, tous avec un âge différent, différentes expériences. Mais je pense que surtout, c'est clair que nos enjeux sont communs, que beaucoup des grandes réussites et des grandes solutions qu'on a trouvées sont universelles, mais adaptées au contexte local. Et c'est vraiment une session interactive qu'on a voulu faire. Les présentations étaient de 10 minutes chacune. Et après, c'était vraiment une discussion commune entre tous nous. Il y avait plus que 10 pays présents. Je rappelle, en attendant que la régie nous règle ce problème, qu'il y aura sur le site dédié au symposium toutes les présentations et toute la documentation liée au symposium, comme on l'a fait pour la conférence qui est toujours sur le site, qui va rester toujours sur le site. Et donc vous pouvez accéder, après une semaine ou une dizaine de jours, à l'ensemble de la documentation et des interventions et des documents, des rapports des panels et le rapport général. Voilà. Le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, vraiment, nos objectifs, c'était le partage des expériences. Bon, je peux si ça traîne, alors il faut improviser. Oui. Bon, je vais commencer sans les slides et faire mon mieux. On voulait surtout souligner les grandes lignes, les grandes leçons, les grandes choses qu'on a trouvées en commun entre les 4 pays. La première grande question qu'on a abordée, c'est comment est-ce qu'on peut atteindre une volonté politique unifiée
parce que je pense qu'on est tous d'accord que c'est l'élément le plus important pour démarrer, pour que ça reste quelque chose pointu et bien ciblé. Le problème du ciblage et comment définir la pauvreté, l'énorme variation entre pays, etc. Surtout utiliser les mécanismes déjà existants qui sont basés sur une approche multisectorielle. Pourquoi refaire ce qui a déjà été fait? Ça nous aide à avoir une base de données commune et ça réduit aussi énormément le coût de ciblage. Non, toujours pas les slides. Okay. Et ça nous aide aussi à faire un suivi. Il y a aussi l'autre point en commun aussi, c'est les systèmes d'information qui font vraiment partie du système d'une façon profondément liée à tous les aspects. L'Inde surtout, c'est un des exemples les plus pertinents pour ça. On avait avec nous le secrétaire principal des finances de l'État de l'Andhra Pradesh. C'est un État de plus de 80 millions de personnes. Et eux, ils ont réussi à couvrir 70 millions de personnes au-dessus du seuil de pauvreté. Et un des aspects les plus innovants de leur système, c'est ce système d'information qui les aide à être réactifs, prendre des décisions en temps réel, faire des changements correctifs quand c'est nécessaire de les faire, et qui aide à faire un suivi du système, un suivi du patient, du moment qu'il rentre dans l'hôpital jusqu'à après qu'il soit parti. Ça aide aussi à réduire les coûts en général. Si on sait combien tout nous coûte, on dépense mieux. On s'excuse, en plus, vous n'avez pas la présentation. Est-ce qu'il y a une impression de la présentation? C'est pas grave. C'est juste ce que je dis, c'est moins organisé, mais plus ou moins... Aucun système est parfait. Et un bon système d'information pour nous aider à savoir où est-ce qu'on se trompe, où est-ce qu'on est en train de réussir et nous adapter à ça. On a parlé aussi du financement. C'était un des grands enjeux dans la salle. D'où est-ce qu'on peut tirer l'argent nécessaire pour couvrir les pauvres? Et on a entendu l'exemple très intéressant du Gabon qui prend 10% des chiffres d'affaires de leur boîte de télécommunications pour financer leur système de couverture médicale pour les pauvres. Ça, c'est un exemple d'un fonds, d'un taxe parti. Ah, voilà, super. Bon. Est-ce que je peux avoir le deuxième slide? Voilà. Bon, les objectifs, voilà le partage d'expérience. Et je pense qu'on a vraiment réussi à les utiliser pour échanger et apprendre ensemble. Finalement, tous les 10 pays qui étaient présents ont vraiment intervenu et discuté. Et si je peux avoir le prochain slide. Cette mobilisation intersectorielle dans tout ce qui est l'engagement politique pour la couverture des pauvres, c'était clair que pour réussir, tous les pays avaient un engagement profond qui allait de l'eau en bas, et tous nos intervenants faisaient partie de ces systèmes, mais c'était des gens à différents niveaux, mais le partage cette volonté était clair. Il y avait aussi une approche systémique dans la poursuite de cette couverture. À la place de juste penser on veut couvrir les pauvres, c'était vraiment on veut penser à la couverture sociale, à l'amélioration des vies des pauvres. Et
Voilà. J'ai déjà discuté un petit peu le rôle central d'un système d'information pour le plaidoyer, l'aide à la décision, le suivi de la qualité, la réduction des coûts, la réactivité du système. La source du financement, je pense qu'on est tous d'accord que ça aide énormément si la source est claire, si le système est transparent et performant et surtout pérenne. Tout le monde était très intéressant par les exemples. Tous les pays qu'on avait avaient une taxe sur le péché, sur l'alcool ou le tabac, qui était alloué à ce système purement 2,5% par exemple. Voilà. Bon, je m'excuse pour ce résumé un petit peu chaotique, mais on va faire un blog, on va faire des synthèses, on va avoir énormément d'informations pour vous après sur ces sites de la COP et du Joint Learning Network. Le Maroc est maintenant membre de la JLN, alors ça c'est que le début. Tous les profils des pays qui ont intervenu sont là, disponibles pour tous nous d'apprendre, et j'espère qu'on va continuer à apprendre ensemble. Merci. Merci et désolé pour ce contretemps. On a convenu de créer, à l'occasion de ce symposium, de formaliser plutôt, pas créer, formaliser ce réseau parce que on a eu, durant ces 2 jours, 9 expériences de pays qui a été présentée et qui ciblent la population précaire. La documentation sur la couverture de la population précaire n'est pas très disponible. C'est pour ça qu'on s'est dit, une des façons d'assurer la continuité de ce partage, c'est de le faire en réseau. Et donc, bienvenue à tous ceux qui veulent s'adjoindre à ce réseau qui prend naissance au cours de ce symposium. Maintenant, on va passer à la lecture du rapport général, la synthèse du rapport général, projet plutôt, du rapport général, qui sera lu par Monsieur Abdelrahman Al-Alaoui. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Mesdames et Messieurs, honorable assistance, c'est avec une grande émotion que je prends la parole au terme de ce mémorable événement afin de présenter le rapport général sur le déroulement des travaux du Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité. Mais avant cela, permettez-moi d'exprimer mes remerciements les plus chaleureux et ma gratitude la plus sincère à l'ensemble des personnes qui ont participé de loin ou de près à la réussite de ce symposium. Je voudrais, au nom de l'ensemble des présidents et rapporteurs des sessions plénières, partager avec vous un projet de rapport général en précisant que nous vous communiquerons par la suite un rapport global et plus détaillé des travaux du symposium. Mesdames et Messieurs, le Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité, qui s'est déroulé dans un cadre agréable durant 2 jours, s'est caractérisé par la présence de plus de 850 participants, dont 80 originaires de pays amis, souvent accompagnés par leurs représentants diplomatiques, 63 experts internationaux et nationaux, ainsi que 30 représentants de partenaires techniques et financiers. La participation de nos partenaires nationaux représentant le gouvernement, les départements ministériels, le Parlement, les conseils et ordres professionnels, les caisses et assurances, ainsi que les syndicats, associations et observatoires témoignent de l'envergure et du niveau de cette manifestation, ainsi que de l'intérêt multisectoriel accordé à cette thématique. Quant au ministère de la Santé, il a été largement représenté, en plus de l'administration centrale, par tous les acteurs au niveau déconcentré impliqués dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire. Il a connu également une très large couverture médiatique assurée par la presse écrite ainsi qu'audiovisuelle. Par ailleurs, les travaux du symposium ont été suivis en direct via une transmission web par plus de 600 utilisateurs.
Mesdames et messieurs, ce symposium s'est déroulé sur 2 jours en séance plénière et panel, objet de la 2e journée et dont les recommandations vous ont été présentées précédemment par les modérateurs. La séance inaugurale a été marquée par des discours officiels mettant l'accent sur l'engagement et la forte volonté des décideurs, gouvernements et organismes en faveur de la couverture sanitaire des populations en précarité. La 2e séance plénière a porté sur des conférences introductives relatives à la situation de la couverture sanitaire universelle au niveau mondial, aux expériences de certains pays tels que la Turquie, de la Côte d'Ivoire, ainsi que de la stratégie de l'Union européenne en appui à la couverture universelle et les perspectives de la stratégie de financement de la santé au Maroc appuyée par la BAD. Plusieurs constats ont pu être dégagés, en particulier la couverture sanitaire universelle est définie comme étant l'accès à des services de soins de qualité suffisants et dont toute la population a besoin sans que celle-ci subisse des problèmes financiers. Il fournit un sentiment de sécurité, raison pour laquelle l'OMS l'a suggéré dans l'agenda post-2015. De même, il doit être considéré comme un voyage au lieu d'une destination et que c'est un processus dynamique prenant en considération les nouvelles technologies, l'augmentation du coût et l'augmentation de la population. 3 facteurs influencent la couverture sanitaire universelle, à savoir l'exclusion liée à des facteurs extérieurs au système de santé, la faiblesse des systèmes de santé et la non-fonctionnalité des systèmes de financement. Chaque pays doit trouver sa propre voie en tirant les enseignements de l'expérience des autres pays et en les adaptant à son contexte national. Parmi les clés de la réussite de la couverture sanitaire universelle figurent la volonté politique, la bonne gouvernance, une caisse unique pour la couverture médicale, ainsi que la sincérité et la transparence qui permettent de gagner la confiance et le soutien de la population. Certains pays ont procédé à la mise à niveau de l'offre de soins et à la validation de la carte sanitaire comme préalable à la couverture sanitaire universelle, puis ils ont adopté une proximité dans sa mise en œuvre, en commençant par la population la plus organisée. Ils ont procédé également à l'informatisation des structures sanitaires et à la mise en place du dossier du patient. La couverture sanitaire universelle est une composante essentielle du développement et elle est transversale à tous les objectifs du post-2015. Ces défis, comme résident dans le fait d'assurer un financement durable, d'étendre la couverture et de renforcer les capacités institutionnelles. Dans la même perspective, une consultation réalisée pour l'élaboration d'une stratégie de financement du secteur de la santé au Maroc propose de réévaluer le panier de soins, d'investir dans le système d'information et de renforcer davantage la gouvernance de la couverture médicale. La 3e séance plénière a abordé l'expérience marocaine en matière de régime d'assistance médicale et a fait ressortir les points suivants. Le RAMED est un projet de société structurant. Il constitue également un levier de transformation des modes de gestion et de modernisation de l'administration. Les 3 premières années de la mise en œuvre du RAMED ont été marquées par des acquis importants, tant au niveau de la couverture de la population cible, avec un taux de réalisation de 99% du ciblage, qu'au niveau de l'accès aux prestations de soins et du financement du RAMED par la mobilisation de fonds additionnels grâce au fonds d'appui à la cohésion sociale. La persistance de nombreux défis en rapport avec l'amélioration, la sécurisation du financement ainsi que la mise en œuvre, que la mise à niveau de l'offre de soins reste posée. L'urgence de mettre en place une instance indépendante pour la gestion du RAMED dans l'optique de séparer entre les fonctions de prestation de soins, de financement et de régulation. La nécessité pressante d'instaurer la comptabilité analytique et de mettre en place un système détaillé de facturation des actes et des prestations au niveau des hôpitaux. Le besoin d'adaptation de la filière de prise en charge des ramidistes avec le nouveau découpage territorial et les nouvelles dispositions de la carte sanitaire. La nécessité aujourd'hui de réviser les critères d'éligibilité au RAMED
en vue de les adapter aux transitions que connaît le pays. Le besoin d'accélérer la mise en œuvre de la couverture médicale des indépendants pour réduire la pression sur le régime, sur le RAMED. Enfin, la 4e séance, intitulée « Couverture médicale des populations en précarité », a été consacrée à mettre en exergue les expériences des pays de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Europe, comme le Brésil, le Mexique, la Thaïlande et la Turquie. Les orateurs ont présenté les modalités de mise en œuvre du système de couverture sanitaire, les contraintes observées et les défis à relever, ainsi les idées qui ont émergé sur le régime comme suit. Le droit individuel et collectif à la santé est un droit constitutionnel, d'où la nécessité de mettre en place des plans de couverture sanitaire spécifiques à chaque pays pour faire face aux inégalités. La décentralisation, l'intégration des soins, la réactivité du système de santé et la participation communautaire sont les clés de réussite de la couverture sanitaire. La contribution des collectivités territoriales dans le financement des soins des populations en situation de précarité est importante dans la réussite de toute stratégie de couverture sanitaire. La nécessité d'adapter le système de manière continue pour faire face aux mutations démographiques et épidémiologiques. La révision de l'allocation des ressources afin de revaloriser des soins de santé primaire et de renforcer les compétences des ressources humaines. L'intérêt de mener des études et des enquêtes sur les dépenses de santé avant la mise en œuvre de toute nouvelle réforme, et ce, afin d'assurer le suivi et de déceler les dépenses catastrophiques. L'adoption des mesures innovantes et incitatives pour faire face à la pénurie des ressources humaines, l'augmentation de l'accessibilité aux médicaments à travers la promotion des médicaments génériques, la réussite de tout système de couverture médicale des populations en situation de précarité est tributaire de l'implication de tous les départements concernés, des collectivités territoriales, des instances de gestion de l'assurance maladie et de celles de régulation, ainsi que toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, je réitère mes plus vifs remerciements à l'ensemble des participants et aux organisateurs, tout en souhaitant un agréable séjour à nos invités étrangers. Et merci de votre attention. Merci. Encore une fois, il s'agit d'un projet qui sera finalisé à la base au regard des rapports des panélistes pour qu'on ait un rapport global qui sera également publié sur le site du symposium. Au Maroc, nous nous considérons chanceux et nous avons l'honneur que le projet de société que constitue le RAMED, d'abord qu'il arrive juste après une initiative royale que constitue l'Initiative nationale de développement humain. Et puis, parce que Sa Majesté, personnellement, a présidé la cérémonie de sa généralisation. Plus que ça, la filière dont on parle au Maroc, qui est une filière de soins, Sa Majesté l'a faite lui-même, parce que lors des distributions des premières cartes, il a fait à Casablanca, il a distribué au centre de santé, puis il est parti par la suite à un hôpital de premier recours, un hôpital provincial, et par la suite à un hôpital universitaire, montrant aux citoyens le circuit qui doit être formalisé dans le cadre du RAMED. Et sur ça que nous travaillons. Et nous étions aussi encore honorés par le patronage de Sa Majesté qu'il a donné à ce symposium. Et à cette occasion, permettez-moi de donner la parole à monsieur le chef du cabinet de monsieur le ministre pour faire lecture de, permettez-moi de dire en arabe, برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يتلوها الأستاذ عبد الرحيم بن نصر رئيس ديوان وزير الصحة. À vous la parole. نعم سيدي أعزك الله. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، بعد تقديم ما يليق بمقامكم الشريف بالله من فروض الطاعة والولاء والإخلاص، يتشرف خديم الأعتاب الشريفة وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي
أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة المشاركات والمشاركين بأن يتقدم إلى جلالتكم بخالص عبارات الشكر والتقدير على رعايتكم السامية للملتقى الدولي حول التغطية الصحية للفئات المعوزة المنعقدة بعاصمة مملكتكم الشريفة يومي الجمعة والسبت 13-14 مارس 2015. وهذا نابع من الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالتكم لقضايا الصحة ببلادنا، وفي مقدمتها التغطية الصحية، وخاصة منها نظام المساعدة الطبية الذي تفضل جلالتكم بإعطاء انطلاقة تعميمه يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 بمدينة الدار البيضاء. مولاي صاحب الجلالة، تميز هذا الملتقى الدولي الذي يأتي في إطار تخليد الذكرى الثالثة لتعميم نظام المساعدة الطبية بمشاركة أزيد من 850 مشاركة ومشارك يمثلون 31 دولة، وبحضور أزيد من 80 خبير وممثلا لمنظمات دولية. وكان مناسبة سانحة لكل المشاركات والمشاركين لتقديم التجارب الدولية الرائدة في مجال التغطية الصحية للفئات المعوزة، كما كان فرصة لتقييم التجربة المغربية الحديثة في مجال التغطية الصحية للمعوزين، حيث أكد المشاركون أن تمكين كافة المواطنات والمواطنين بمختلف شرائحهم من الولوج إلى العلاج لن يتم إلا بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. لقد قطع نظام المساعدة الطبية ببلادنا يا مولاي أشواطا مهمة خلال الثلاث سنوات المنصرمة، حيث عرفت عملية تفعيله تطورا في تقديم الخدمات الصحية وتيسير الولوج إلى العلاج رغم الإكراهات التي تواجهه، خاصة تلك المتعلقة بالخصاص الحاصل في الموارد البشرية وكيفيات التمويل الأكثر نجاعة. مولاي صاحب الجلالة، لقد كان هذا الملتقى الدولي فرصة عبرت فيها العديد من وفود الدول المشاركة عن رغبتها في توطيد التعاون مع بلادنا في المجال الصحي عامة، وخاصة منها ما يتعلق بالتغطية الصحية للمعوزين والاستفادة من خبراتها في هذا المجال من خلال عقد اتفاقية شراكة وتعاون. مولاي صاحب الجلالة، إننا عازمون كل العزم على المضي قدما خلف جلالتكم والعمل بكل تفان ومسؤولية حتى يتحقق على يدكم ما يصبو إليه جنابكم العالي من أمن واطمئنان ورفاهية لكافة رعايا جلالتكم. أسأل الله يا مولاي أن يوفقكم لما فيه خير وصلاح الأنام، ويحفظكم بعينه التي لا تنام، ويحقق على يديكم الكريمتين ما يسمو إليه شعبكم الوفي من عزة وسؤدد، ويجعلكم ذخرا وسندا لهذه الأمة وضامنا لاستقرارها وأمنها ووحدتها، وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأن يشد أزركم بصنوكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد أسرتكم الكريمة، إنه سميع الدعاء. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر بالرباط يوم السبت 13 جمادي الأول 1436 هجرية الموافق ل 14 مارس 2015. خديم الأعتاب الشريفة الحسين الوردي وزير الصحة. وشكرا. Merci. Enfin, permettez-moi de procéder à la clôture de ce symposium. Lorsque je vois la salle pleine, je me dis finalement on aurait dû programmer plus de 2 jours pour cette rencontre, surtout que lors des débats,
tout le monde voulait avoir la parole pour s'exprimer, pour donner des idées. Mais j'espère que ce sera une première pour une chaîne ou un ensemble de rencontres que nous allons organiser, parce que la problématique n'est pas facile et ce n'est pas demain qu'on va la régler. Donc, le Maroc était honoré d'organiser cet symposium et de recevoir tout ce parterre de participants et de responsables. Et donc, permettez-moi de remercier tous les membres du gouvernement et tous les députés et les élus qui ont honoré par leur présence cette grande manifestation. Et de remercier tous les ministres des pays amis. Et je remercie encore une fois Madame la ministre de la Côte d'Ivoire qui est avec nous aujourd'hui, de l'intérêt qu'il donne à cette rencontre et de l'intérêt qu'il donne à la coopération avec le Maroc. Je remercie également Monsieur le ministre, l'ex-ministre de la Turquie. Nous avons visité votre pays et nous avons vu les traces de la réforme que vous avez pilotée et nous vous en félicitons. Merci également à tous les experts internationaux et nationaux, à tous les responsables, les anciens responsables et les nouveaux qui sont parmi nous, à toute la coopération internationale qui nous a accompagnés, particulièrement les partenaires techniques et financiers qui ont appuyé avec nous l'appui technique et le financement de cette rencontre, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Merci à tous les acteurs de la santé, qu'ils soient du secteur public, privé, de la société civile. Merci aux syndicats qui ont participé avec nous. Merci à tous les professionnels de la santé. Merci aux partenaires, aux acteurs, pas partenaires, mais acteurs de l'EURAMED, du régime d'assistance médicale, que sont encore une fois le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, l'ANAM et le ministère de la Santé. Merci de votre collaboration, de votre accompagnement dans la réussite de cette rencontre. Merci à tous les modérateurs, à tous les présidents, à tous les rapporteurs, à tous les participants des ateliers qui ont préparé cette rencontre. Merci au ministère des Affaires étrangères qui nous a facilité le changement des lieux d'organisation. Finalement, on était gagnant parce qu'on a profité de ce beau site. Merci aux organisateurs, qui sont 4 groupes de commissions qui ont permis et facilité le séjour et l'organisation de cette rencontre. Merci aux traducteurs et merci aux responsables de cette chaîne d'hôtels qui étaient tout le temps présents avec nous, qui nous ont accompagnés et qui ont été compréhensifs, puisqu'en 2 jours, on a pu monter toute cette organisation dans ce site et qui nous ont rendu le séjour agréable. J'espère que je n'ai oublié personne. Et j'espère que vous avez profité des travaux de ces ateliers. Encore une fois, que vous allez trouver les productions dans le site. Et que vous avez profité du beau temps qu'a fait durant ces 2 jours. Bon retour à ceux qui vont reprendre le voyage. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver autour d'autres thématiques. La particularité de la santé, c'est que ne s'en finit jamais. Aucun pays ne peut dire qu'il a réglé les problèmes. Et encore, a fortiori pour les pauvres, comme j'ai dit dans un panel, il y a 2 choses qui sont permanentes au niveau de l'accès aux soins des pauvres. Tout le monde est d'accord qu'il faut leur donner la priorité, mais on n'a jamais les moyens pour régler ce problème de priorité. Donc, bon retour chez vous et bonne continuation à tous les responsables, à tous les membres des différentes organisations qui vont continuer avec nous. Et merci.